Alors, il y a de cela quelques mois, je vous avais parlé du livre Why Has Nobody Told Me This Before, qui est un livre très intéressant écrit par une psychologue, qui est un livre en fait qui nous donne beaucoup d'outils afin de comprendre nos émotions et d'apprendre à les gérer. Et je vous avais parlé, je pense, du chapitre 2 ou 3. En tous les cas, je vous laisse la vidéo ici sur l'écran et dans la barre d'infos si vous ne l'avez pas encore vue. Mais aujourd'hui, je reviens pour vous parler du premier chapitre. Oui, parce que pour ma défense, j'ai écrit le résumé du premier chapitre, ça fait très longtemps, peut-être au début de l'année, mais j'en ai jamais fait une vidéo. Et apparemment, ces derniers temps, c'est un petit peu une thématique de vous faire un résumé du premier chapitre d'un livre. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. Le premier chapitre est intitulé Understanding Low Mood et je n'arrive pas en fait à trouver une bonne traduction pour low mood, étant donné que j'ai lu le livre en anglais. Mais pour moi, un low mood, ce n'est pas tant une mauvaise humeur, étant donné que j'associe beaucoup plus la mauvaise humeur avec de la colère, de la frustration, mais c'est plutôt cet état-là quand on a le moral dans les chaussettes. Et en fait, cet état d'esprit-là arrive à absolument tout le monde, sans exception. La seule différence, c'est l'intensité et la fréquence. Mais la bonne nouvelle, c'est que la science aujourd'hui prouve qu'on a beaucoup plus de contrôle sur nos émotions que ce que l'on pense. Ce qui veut dire qu'on peut travailler sur notre bien-être, sur nos émotions et que ces humeurs-là ne sont pas fixes, elles sont passagères et en fait ça ne définit pas qui l'on est. Et en ayant les bons moyens pour travailler sur ces émotions et ces pensées, ça rend ces expériences passagères beaucoup moins intenses et moins fréquentes. Pour commencer, il faut comprendre que ces émotions négatives découlent de notre corps, de nos relations, de notre hygiène de vie et des événements antérieurs. Mais peu importe les raisons, le résultat reste le même. On se retrouve en fait piégé dans un cercle vicieux. Et dans ce cercle vicieux, on a les éléments externes qui influencent notre état interne. Donc on a le moral dans les chaussettes. On se dit à quoi bon, ça ne sert à rien. Donc on ne fait rien, on procrastine, on se distrait, on s'isole, ce qui fait que ça ne change rien. Et ce qui nous met dans cet état où on a le moral dans les chaussettes, où on est de mauvaise humeur, et ainsi de suite, et on se retrouve piégé en fait dans cette boucle, dans ce cercle vicieux. La première étape, c'est d'apprendre à analyser ces états d'esprit, ainsi que ce qui les a précédés et ce qui les a causés. Et pour faire ça, vous pouvez vous entraîner en répondant à ces questions. Qu'est-ce qui s'est passé avant que votre état d'esprit ne change? Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez remarqué ce changement? Quelles étaient vos pensées? Sur quoi portiez-vous votre attention? Quelles émotions avez-vous ressenties? Qu'est-ce que vous avez ressenti physiquement? Qu'est-ce que vous avez voulu faire? Est-ce que vous l'avez fait? Sinon, qu'est-ce que vous avez fait? Comment vos actions ont influencé vos émotions? Et comment vos actions ont influencé vos pensées? Et après, ce qu'on fait généralement, c'est de se ruer sur un échappatoire comme l'alcool, les réseaux sociaux ou encore la télé. Mais le problème, c'est que ça n'aide pas en fait, ça crée juste un autre cercle vicieux. Donc on a des émotions négatives, donc ce qu'on fait, on veut se distraire, on va sur Instagram, on a notre distraction, mais dès qu'on n'est plus sur Instagram, retour à la case départ, on se retrouve face à ces émotions négatives et donc on revient sur Instagram et c'est interminable. Et tout ça est tout à fait humain et normal, c'est juste qu'il faut comprendre que ces solutions à court terme empirent les choses à long terme. Et comme notre autrice pour ce livre-là est une psychologue thérapeute, donc elle donne énormément de questions qui vont justement vous aider à déceler un petit peu vos mécanismes. Donc voici encore plus de questions à se poser. Quand vous ne vous sentez pas bien, qu'est-ce que vous faites de manière quasi automatique? Est-ce que ça vous distrait? Est-ce que ça vous fait du bien? Quels sont les effets de ces actions à long terme? Qu'est-ce que ça vous coûte? Est-ce que ça vous coûte de l'argent, du temps, des efforts, votre santé ou bien du progrès? Après, on a aussi des schémas de pensée qui ne nous aident pas du tout et qui nous enfoncent dans nos pensées biaisées, comme par exemple faire des suppositions sur les pensées et les actions d'autrui, généraliser, penser que les autres ont les mêmes perspectives et valeurs que soi, croire que nos émotions sont la vérité absolue, avoir des attentes qui ne sont pas du tout réalistes ou encore voir les choses uniquement dans les extrêmes ou l'absolu. Car notre cerveau utilise ces schémas pour valider nos émotions. Mais comme on les voit tels qu'ils sont, c'est-à-dire des schémas de pensée biaisés, on peut avoir le recul nécessaire pour ne pas se laisser contrôler par ces derniers. Et comme c'est difficile de le faire pendant que c'est en train de se passer, il serait plus judicieux dans un premier temps de développer cette conscience en fait après, une fois que le moment est passé, repasser en revue tout ce qui s'est passé et essayer d'analyser les schémas de pensée qui se sont déclenchés. Et avec le temps et de l'entraînement, vous allez pouvoir le faire pendant la crise.
Un autre outil serait de garder une trace écrite de ces moments-là, donc essayez autant que possible d'écrire ce que vous ressentez physiquement et émotionnellement et notez vos pensées en fait, et avec du recul, une fois que le moment est passé, vous pouvez relire tout ça et donc identifier beaucoup plus facilement vos schémas de pensée biaisés. Le troisième outil serait d'avoir un confident, une personne à qui vous faites vraiment confiance et qui sait écouter avec empathie et surtout sans jugement. Et soyez vigilants, car si vous choisissez la mauvaise personne, ça va empirer les choses. L'objectif à long terme, en fait, c'est de développer une conscience qui nous permet de ne pas sombrer dans ces pensées négatives qui viennent alimenter nos émotions négatives, mais aussi d'avoir une perspective beaucoup plus claire de la situation qui prend en compte plusieurs paramètres. L'autrice nous donne l'exemple du film Le Masque où le personnage principal, dès qu'il a le masque sur le visage, ça prend le dessus sur ses paradigmes, ses perspectives, ses pensées et qui il est. Mais dès qu'il garde le masque à distance, ne serait-ce que de quelques centimètres, son ressenti change, son comportement change et en fait cette distance lui permet de voir que ce n'est qu'un masque et non pas qui il est. Et en fait, quand ça ne va pas, notre cerveau a tendance à alimenter ça avec plus de pensées négatives. Donc il aura tendance à un petit peu surligner tout ce qui ne va pas et de manière biaisée. Le problème, c'est qu'on ne peut pas contrôler ses pensées et donc on se retrouve vite entraîné dans ce flot-là de négativité et du coup, il devient très très difficile de basculer de l'autre côté ou tout simplement d'en sortir. Mais par contre, il y a une compétence très intéressante à acquérir en fait pour se détacher, avoir cette distance par rapport à ses pensées, exactement comme le personnage le fait avec son masque. Ce qui peut paraître impossible étant donné que nos pensées sont en nous en fait et du coup, on a du mal à s'en détacher, mais en fait, ça s'appelle la métacognition, qui est tout simplement l'habilité qu'on peut avoir à avoir des pensées sur ses pensées. Les pensées ne sont pas des faits, c'est un mélange d'opinions, de jugements, d'histoires, de souvenirs, de théories, d'interprétations, de prédictions, et des fois le cerveau prend des raccourcis et fait des suppositions. Donc nos pensées sont loin d'être des faits, et du moment qu'on en est conscient, on reprend le contrôle sur notre perspective et notre attention. Et au final, l'important, ce n'est pas la pensée qui s'introduit, mais plutôt ce qu'on en fait. Il ne s'agit absolument pas d'ignorer ses pensées, mais plutôt de choisir délibérément sur quelles pensées se focaliser et quelles pensées ne vous servent pas. Et je pense que vous le voyez venir parce que j'en parle une fois toutes les 2 vidéos, mais la pratique la plus populaire et la plus efficace en fait pour acquérir cette conscience, c'est de faire, oui, vous le savez, de la méditation. Car en fait, l'essence de la pratique de la méditation, c'est de se mettre en position d'observateur par rapport à ses pensées. Et on a aussi la pratique de la gratitude. Donc prenez l'habitude quotidiennement d'écrire sur votre journal ou sur votre téléphone ce pourquoi vous êtes reconnaissant, quelque chose de positif qui s'est passé dans votre journée, ce que vous appréciez, les personnes que vous appréciez. Et en fait, en prenant cette habitude de vous focaliser sur le positif, avec le temps, ce sera beaucoup plus facile pour votre cerveau de s'aligner plus avec le positif, avec le bon côté des choses, que de sombrer vers le côté négatif. Donc voilà pour notre vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et sinon je vous conseille vivement le livre Why Has Nobody Told Me This Before. Comme je vous en ai déjà parlé, c'est un livre qui donne énormément d'outils comme vous pouvez le voir, des choses concrètes à faire, des exercices, des questions auxquelles vous pouvez répondre pour déceler plein de mécanismes et des schémas de pensée. Donc je vous le conseille, si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé et sinon on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.